Arthur, quand tu veux. Moi, je suis Arthur Rago, je suis un interne en anesthésie réanimation au 4e semestre et en ce moment, je fais mon stage d'anesthésie obstétricale au centre hospitalier Sud-France-Lyon. Et donc, pour commencer ce staff, moi, je vous propose de faire une petite mise au point sur la coronaropathie chez les femmes enceintes. Et donc, pour illustrer cette mise au point, je m'appuierai sur le cas clinique d'une patiente qu'on a reçue au CHSF. C'était une patiente de 41 ans, primipare, qui présentait un certain nombre de facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, c'était une patiente obèse, hypertendue chronique sous trithérapie déjà, un diabète gestationnel sous insuline, un tabagisme sevré assez récemment, et elle présentait aussi une anémie ferriprive pendant sa grossesse. C'est une dame chez qui on avait découvert des territoires ischémiques. Ça a quitté. Je crois que ça a quitté. Vous nous entendez ou pas? Donc c'est une patiente chez qui on avait découvert les territoires ischémiques en novembre 2022 sur une scintigraphie myocardique qui avait été réalisée en ville dans un contexte assez flou qu'elle avait du mal à restituer et qui a débuté une grossesse en fait dans les suites de cet examen et pour qui la coronaropathie en fait est passée plutôt inaperçue au début de sa grossesse pendant un suivi avec la sage-femme en ville, jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée au CHSF à 26 semaines pour un équilibre tensionnel avec des tensions mal contrôlées. À noter qu'elle avait présenté à aucun moment des symptômes de syndrome coronaire. Donc elle a été, comme souvent les gynécologues nous ont sollicité pour un avis anesthésique, et son cas a été discuté en staff d'anesthésie, on a discuté un peu des risques qu'engendrait cette coronaropathie pour la mère et pour l'enfant, et de l'opportunité ou pas de réaliser des examens complémentaires, notamment la coronarographie, pour laquelle les avis entre les différents anesthésistes présents étaient assez différents, et sur la potentielle mise en place de stent si nécessaire, et évidemment la gestion de l'accouchement en fonction des réponses qu'on allait apporter à tout ça. Donc on va essayer de répondre un peu à toutes ces questions avec ce staff. On verra rapidement un petit peu d'épidémio, un peu de physiopathologie. Ensuite, on verra concrètement quels sont les risques pour la mère et pour l'enfant d'une telle cardiopathie pendant la grossesse. On verra comment on peut gérer la grossesse et l'accouchement en fonction des cas. Et enfin, je ferai un petit point sur ce que la littérature préconise en cas de survenue d'infarctus chez une femme enceinte. Juste un peu de rappel épidémiologique donc pour commencer, avec donc pour vous rappeler un petit peu la prépondérance qu'occupent les maladies cardiovasculaires dans la mortalité maternelle en France, mais aussi dans les autres pays développés, puisque selon le dernier rapport épidémiologique de Santé publique France, c'était la première cause de décès maternel en France, avec plus de 1 décès par mois. Donc parmi les étiologies, on retrouve la cardiopathie ischémique, qui est une des plus fréquentes et aussi une des plus létales, puisqu'elle est responsable de 13% des décès de causes cardiovasculaires sur cette étude-là. Dans d'autres pays, ça peut aller jusqu'à 20%, notamment sur une étude qui avait été faite au Royaume-Uni et qui est aussi assez récente. Cette mortalité elle s'explique en fait par une incidence croissante des infarctus maternels. En ce moment, l'incidence est plutôt estimée entre 3 à 10 pour 100 000 grossesses selon les études les plus récentes. Mais ce qui est important de noter, c'est que cette croissance assez rapide, donc vous voyez sur le graphique en bas,
Entre 2002 et 2014, le risque de présenter un infarctus maternel pendant la grossesse a grimpé de 25% et ça continue de grimper comme ça. Donc comment on peut expliquer ce risque accru d'infarctus du myocarde pendant la grossesse? C'est essentiellement lié en fait aux modifications physiopathologiques liées à la grossesse, notamment hémodynamiques, avec une augmentation du débit cardiaque qui va augmenter la consommation d'oxygène du myocarde, une augmentation de la volémie qui va demander un travail, une charge de travail supplémentaire pour le myocarde, qui va aussi par ailleurs provoquer une anémie physiologique, et tout ça couplé à la baisse de la pression artérielle diastolique, à la compression cave, ça va diminuer l'apport en oxygène au myocarde, et encore plus chez les femmes qui ont des coronaires pathologiques. On a aussi, comme vous savez, un état prothrombogène pendant la grossesse avec un déséquilibre entre les systèmes prothrombotiques et antithrombotiques qui vont favoriser la thrombose coronaire. Et on a aussi des modifications hormonales qui entraînent une fragilité plus importante des vaisseaux, notamment les vaisseaux coronaires, et donc qui provoquent des dissections coronaires qui sont plus fréquentes chez la femme enceinte que dans la population générale. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu tout ça, qui est-ce qu'on va surveiller en particulier? Chez les coronariens connus, évidemment, c'est plus simple, mais si on veut s'améliorer un petit peu sur la prévention, il faut évidemment repérer les facteurs de risque au mieux avant la grossesse, au mieux en début de grossesse. Donc il y a les mêmes facteurs de risque qu'on retrouve en population générale, l'âge, l'hypertension, le tabac, l'obésité, la dyslipidémie. Mais on a aussi des facteurs spécifiques à l'obstétrique, donc notamment tous les troubles tensionnels induits par la grossesse, l'HTA gravidique, la prééclampsie. On a aussi la multiparité, comme je l'ai dit tout à l'heure, les grossesses à répétition fragilisent les vaisseaux coronaires de par les modifications hormonales. Et évidemment, tout ce qui va majorer le mismatch entre l'apport et la demande en oxygène du myocarde, donc l'hémorragie de la délivrance, l'anémie gravidique, la confusion, etc. J'insiste un petit peu sur l'âge, puisque c'est, à mon sens, dans toutes les études, le facteur de risque le plus important. D'une part, parce que déjà, les grossesses sont de plus en plus tardives, on a de plus en plus de grossesses après 35 ans, du fait des modifications sociétales. Et en plus, c'est le facteur de risque qui ressort le plus dans les études. Et donc, on voit que sur le graphique en bas à gauche, ça représente donc l'incidence des infarctus, des hospitalisations pour infarctus, soit à l'accouchement pour les barres oranges, soit pendant la grossesse pour les barres bleues. Et on voit après 40 ans, donc pour les tranches de 40-45 et plus de 45 ans, que la croissance de cette incidence est exponentielle. Et donc il y a une autre étude qui a estimé le risque d'infarctus du myocarde pour les femmes de plus de 40 ans à 31 fois supérieur par rapport aux femmes de moins de 20 ans. À noter quand même que même si les patientes ne présentent aucun facteur de risque qu'on a cité précédemment, on les a pas cités, la grossesse reste quand même un facteur de risque indépendant de l'infarctus du myocarde, puisqu'il y a une étude qui a montré que même sans facteur de risque, les femmes enceintes avaient un risque 3 à 4 fois supérieur par rapport à une femme du même âge de présenter un infarctus du myocarde. Tout ça, c'est en lien avec les modifications physiopathologiques qu'on a rappelées. Alors, quels vont être les risques quand on reçoit une telle patiente qu'il faut évaluer? Évidemment donc le décès, mais aussi un certain nombre de complications cardiovasculaires, obstétricales, néonatales, fétales, qu'on retrouve avec un taux assez significatif. Concernant le décès, c'est surtout des décès en fait par survenue d'un infarctus chez ces patientes. Et la létalité de l'infarctus chez la femme enceinte se situe aux alentours de 5 à 7% dans les séries les plus récentes. Ça peut monter jusqu'à 10-13% aux États-Unis. En France, on n'a pas beaucoup de données, puisqu'on a une incidence quand même un petit peu plus faible qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mais ça reste en tout cas une létalité plus élevée que chez les femmes du même âge qui ne sont pas enceintes. Concernant le taux de complications cardiovasculaires sévères, jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup d'études. On avait des petites études sur des petits effectifs qui retrouvaient un taux de récidive ischémique, donc un nouvel infarctus au moment de la grossesse, aux alentours de 5-10%. Là, en 2022, on a une nouvelle étude avec 3000 patientes coronariennes connues, chez qui on a relevé donc, tous les événements cardiovasculaires sévères. Donc ça pouvait être un infarctus, mais ça pouvait être aussi une décompensation cardiaque aiguë, des troubles du rythme, un choc cardiogénique et même le décès, puisque c'était un critère composite.
Quand on prenait ces événements-là, on avait un taux de complications cardiovasculaires sévères, donc en bas à droite, à 1,4%. Et quand on le compare aux autres cardiopathies chez la femme enceinte, selon la classification OMS, donc qui est la classification de référence, ça correspondait au taux qu'on observait dans les cardiopathies de OMS 1-2, c'est-à-dire les cardiopathies de sévérité faible à modérée. Par contre, pour ce qui concerne les complications donc, obstétricales ou néonatales, là où il y a juste la naissance prématurée que je vous présente à droite, mais globalement c'est à peu près la même chose pour n'importe quelle complication. On a un taux aux alentours de 20 à 25%, ici 23,5%. Et là, on est plus sur des taux similaires à ceux qu'on observe dans les cardiopathies les plus sévères, donc OMS 3 et 4. Donc, même si dans la majorité des cas, la grossesse peut être menée de façon physiologique et sans gros soucis, il y a quand même une grosse marge de progression, puisque dans le rapport que je vous présentais en introduction, sur les décès maternels de cause cardiovasculaire, il y en avait 66% qui, après revue, étaient jugés évitables, probablement évitables, et dans 72% des cas, les soins avaient été jugés non optimaux. Donc, effectivement, on peut mieux faire. Comment on peut mieux faire donc, chez une coronarienne connue, c'est encore plus simple. C'est des choses simples qui sont nécessaires. Il faut évaluer au début de la grossesse, ou encore même mieux avant la grossesse, la stabilité de la coronaropathie. Pour nous, les anesthésistes, ça va être de refaire un recueil assez exhaustif des antécédents médicaux et familiaux. Est-ce qu'il y a des stents? Quand est-ce qu'ils ont été posés? Combien il y en a? Faire un recueil des signes fonctionnels, donc dyspnée, palpitations, évidemment douleur thoracique, une auscultation appliquée, un ECG récent, une échocardiographie récente pour avoir une idée globale de la fonction ventriculaire gauche avec une FEBG, et ensuite plus ou moins avec l'avis des cardiologues, des explorations complémentaires, donc des épreuves d'effort, voire une cartographie un peu coronaire avec un sporoscanner, une angiographie, si c'est nécessaire. Nous, on va aussi avoir la question de la poursuite des traitements médicaux. Donc, on sait depuis longtemps que l'aspirine pendant la grossesse peut être poursuivie sans trop de risques. Les bêta-bloquants, les héparines, les dérivés nitrés, c'est pareil, on peut les poursuivre. En revanche, il faudra arrêter les IEC, les ARA2, les statines, puisqu'elles ont un profil de sécurité qu'on ne connaît pas bien. Donc, par prudence, on préfère les arrêter. S'il y a eu des stents ou une double anti-agrégation plaquettaire en cours, l'anti-agrégant, l'anti-P2Y12 conseillé, c'est le clopidogrel, puisque pour les autres, on n'a aucune donnée. On sait que le clopidogrel, on peut l'utiliser de façon sécuritaire. Et évidemment, avec les cardiologues, il faudra prévoir un protocole de gestion des anti-agrégants plaquettaires pour l'accouchement, en mettant en balance le risque thrombotique, de thrombose de stent et le risque hémorragique lié à l'accouchement. Donc pour l'accouchement, justement, ça peut peut-être paraître un peu contre-intuitif, mais ce qui est recommandé largement, c'est l'accouchement voix basse. Puisque en fait, la césarienne va augmenter le taux d'hémorragie, de complications thrombotiques, de complications infectieuses, et même le taux d'infarctus du myocarde, puisque tout ça c'est en lien avec le stress chirurgical, la tachycardie, la douleur, les pertes sanguines, etc. Donc accouchement voix basse, de préférence une mise en travail spontanée pour éviter l'utilisation d'hétérotoniques comme l'ocytocine, qui a été impliquée dans plusieurs cahiers de reports dans des cas de vasospasme, d'arythmie, d'infarctus du myocarde, voire même de décès. Donc, on l'utilise le moins possible. On peut envisager le déclenchement quand il y a une double anti-agrégation plaquettaire et qu'on a besoin d'arrêter le deuxième anti-agrégant plaquettaire avant l'accouchement. Ça facilite la gestion. Et d'un point de vue anesthésique, pour un accouchement voix basse, une péridurale, on fera attention à mettre précocement de l'arrivée en salle de naissance pour éviter le plus possible l'anesthésie générale en cas de césarienne urgente. Et si c'est une césarienne, on va préférer la technique qui provoquera le moins de sympatholyse possible. Donc ça peut être une péri, une rachipérie, une rachie, évidemment en dernier recours une anesthésie générale si elle est urgente. Mais voilà, bien faire attention à la sympatholyse et aux moyens de prévention de cette sympatholyse, donc c'est-à-dire co-remplissage, vasodépresseur dès l'injection, etc.
Donc, je le répète, en cas d'HPP au moment de l'accouchement, attention aux utérotoniques, ocytocine et Nalabor. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait au moment où ça se dégrade ou si ça se complique pendant la grossesse? Il faut effectivement bien savoir repérer tous ces signes de dégradation de la grossesse, puisque je rappelle, comme je le disais au début, dans 60% des cas, les décès en fait, sont liés au fait que ces signes n'ont pas été pris en compte. Donc c'est des signes pourtant classiques qu'on retrouve aussi dans l'infarctus du myocarde en population générale, donc la douleur, la dyspnée, les signes ECG, l'élévation des biomarqueurs myocardiques. Chez la femme enceinte, il y a quelques petites spécificités, quelques petits pièges diagnostiques. Effectivement, on sait que les femmes enceintes présentent souvent une dyspnée modérée, il faut qu'elles restent modérées, des palpitations, des étourdissements. Il y a quelques signes ECG qui peuvent être trompeurs, avec des ondes Q qu'on peut observer dans les territoires inférieurs, une inversion des ondes T en V1, V3, en V3. Et on peut même observer des sous-décalages du segment ST, mais de façon transitoire au séparé. Et par ailleurs, on a aussi une élévation des biomarqueurs, surtout chez les femmes qui présentent une hashtag gravidique ou une prééclampsie, ou après l'accouchement. Mais encore une fois, cette élévation reste modérée, et si on les cycle, on voit qu'il n'y a pas d'augmentation. Donc la quantité à tenir, comme je disais, elle est semblable à la population générale. Les spécificités liées à la grossesse, c'est surtout vis-à-vis des craintes vis-à-vis du risque d'irradiation du fœtus et de la hétérogénéité des traitements que ça implique. La coronarographie, on sait que c'est le gold standard pour diagnostiquer et traiter un infarctus du myocarde. Pourtant, on voit bien que les praticiens sont quand même assez frileux à utiliser cet examen, puisqu'on voit que dans une étude, il y avait que seulement 50 à 60% des patients qui présentaient un syndrome coronarien qui étaient traités de manière invasive. Et pourtant, elle a montré son bénéfice, on voit là, entre 1992 et 2005, avec les progrès de la médecine, les progrès de la cardiologie interventionnelle, on a un nombre de femmes traitées par coronarographie qui a considérablement augmenté. De façon parallèle, la mortalité AVC, évidemment, le lien de causalité, on peut apprendre avec des pincettes, mais ça suggère quand même un bénéfice de la coronarographie. Et dans une autre étude, sur les petits compteurs que je mets à droite, c'était une étude chez des patients qui avaient présenté donc, un infarctus du myocarde. 78% ont été traités par coronarographie et elles présentaient une survie bien meilleure que celles qui n'avaient pas bénéficié de la coronarographie. Alors évidemment, il y a des risques, on en a parlé. Le risque d'irradiation fétale, qui au final, après le premier trimestre, n'est plus si dérangeant que ça, et pour lequel on a des moyens de prévention, comme la mise en place d'un tablier de plan abdominal, un abord radial plutôt qu'un abord fémoral, qui permettent de limiter en fait la dose que va recevoir le fœtus. L'exposition aux produits de contraste, c'est pareil, il y a un risque théorique d'hypothyroïdie néonatale, et de toute façon, c'est dépisté systématiquement par les tests de Petri, et ça ne demande pas de moyens de prévention supplémentaires. Évidemment, le risque hémorragique lié à l'anticoagulation par un coro, et une petite particularité chez la femme enceinte dont je parlais au début, il y a effectivement un plus grand risque de dissection iatrogène au moment de la coronarographie. On avait une étude avec 129 patientes. Sur 129, il y en a 7 qui ont fait une dissection au moment de la coronarographie. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours plus qu'en population générale, largement plus. Et comme je le disais en introduction, les dissections coronaires positives, c'est 27 à 43% des causes d'infarctus du myocarde chez la femme enceinte, ce qui est largement plus supérieur qu'en population générale. Donc quand est-ce qu'on fait la coro? Au final, la coro, même si ça fait peur, c'est pas du tout contre-indiqué pendant la grossesse, si on prend les précautions nécessaires. Il faut évidemment que les bénéfices dépassent les risques qu'on peut prendre. Donc on la recommande chez les patientes à haut risque, c'est les patientes qui présentent évidemment un syndrome coronarien avec un sous-décalage du CDST. Et chez les patientes qui ont un syndrome coronarien sans sous-décalage, on la préconise chez les patientes qui ont un infarctus dit à haut risque, un syndrome coronarien à haut risque, donc c'est les syndromes coronariens réfractaires, instables, qui sont types de troubles du rythme ou d'insuffisance valvulaire. Voilà. Toutes les autres femmes peuvent être traitées par un traitement médical seul, anti-ischémique. Notre patiente, on a évidemment pris l'avis des cardiologues de notre hôpital, comme c'est censé se faire.
de discuter collégialement. Il n'y a pas eu d'indication à faire une coronarographie pendant la grossesse de retenue. On a introduit le traitement médical seul avec l'aspirine, le bêta-bloquant. On a maintenu sa trithérapie antihypertensive. Elle n'a jamais présenté de crise douloureuse jusqu'à l'accouchement. Accouchement qui a eu lieu par césarienne, de façon un petit peu prématurée, comme on le voyait tout à l'heure, pour anomalie du rythme avec indication obstétricale, donc avec césarienne. Et ça s'est bien passé par la suite. Donc en conclusion, quelques messages sur la coronaropathie chez ces femmes enceintes. C'est de plus en plus fréquent, on y sera de plus en plus confronté, on le voit dans les autres pays comme aux USA. Évidemment, le plus dur quand on est face à une douleur thoracique, c'est d'y penser chez les femmes qui, en règle générale, en dehors de la grossesse, n'ont pas la population typique de l'infarctus du myocarde. Il faut la prendre en charge de façon multidisciplinaire. Ça n'a pas été forcément le cas chez nous au début, et ne pas avoir peur de la coro, et évidemment préconiser l'accouchement précoce autant que possible.